Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, lorsque bêta est négatif, ce qui est par exemple le cas d'une interaction en phi cube en dimension 6, alors G de S égale G0 sur 1 moins bêta 0 en valeur absolue fois G0 ln S. Et dans ce cas, la constante de couplage devient grande, ou du moins de l'ordre de égal à 1, lorsque bêta 0 G0 ln S est de l'ordre de 1. On quitte alors la région perturbative, et les raisonnements précédents ne sont plus cohérents. Pour connaître G de S, il ne suffit pas de connaître B0, et en fait même pas bêta 1, il faut connaître la fonction bêta G exacte. Et cette expression ne peut certainement pas être utilisée quand G0 ln S est environ égal à 1. Lorsque l'on tient compte des termes non linéaires, on voit qu'en fin de compte, un champ marginal devient soit essentiel, si bêta 0 est négatif, soit inessentiel s'il est positif. Bien que dans les deux cas, l'évolution soit plus lente que dans le cas habituel, puisque l'évolution se fait suivant une loi logarithmique et non selon une loi en puissance. Lorsqu'il n'y a pas de champ marginal, les champs essentiels et inessentiels évoluent rapidement, suivant une loi en puissance, et les corrections non linéaires apportent au départ peu de changements au comportement obtenu par linéarisation au voisinage du point fixe. Dès que l'on a affaire à des valeurs de L telles que l'approximation linéaire n'est plus valable, on doit recourir à des méthodes non perturbatives. Le succès de la méthode perturbative dans le cas du point fixe non gaussien que nous avons vu vient de ce que le champ U0 est en fait quasi marginal, c'est-à-dire que Y2 est très petit en étant différent de 0. Alors, appliquons les considérations qui précèdent au cas de l'hamiltonien de Ginzburg-Landau en dimension 4, epsilon égale 0, et dans ce cas-là, le champ U0 est alors un champ marginal. L'équation de transformation est dans la forme, nous l'avons vu, U'0 égale U0 plus C U0 carré ln S, ce qui est bien l'équation d'un champ marginal. On posera par convention que G0 égale U0, c'est l'habitude, lorsque D est égal à 4. Et d'après ce qu'on a vu, le champ d'échelle essentiel T0 est relié à R0 et G0 par T0 égale R0 plus lambda carré G0 sur 32 pi carré. Lorsqu'on utilise les champs d'échelle G0 et T0, les équations d'évolution, de transformation deviennent T'0 égale S carré fois T0 moins G0 T0 sous 16 pi carré fois ln S plus un ordre en G0 carré et G'0 est égal à G0 moins 32, donc 3G0 carré, pardon, moins 3G0 carré sur 16 pi carré ln S plus un ordre en G0 carré. Alors, pour déterminer le comportement de la fonction de corrélation
euh, autour du point fixe, nous allons partir de l'équation du modèle gaussien que nous avions vu, en posant zeta S égale S exposant D-2 fois lambda moins 2S. Et on a alors la relation que nous avions vue, GK T0 G0 lambda égale à S carré zeta S G K, SK TS GS lambda lambda. Voilà, donc ça c'est notre équation de départ. Alors on va étudier juste un cas particulier. On va par exemple étudier le comportement de la susceptibilité magnétique. Et il suffit pour ça de poser K égale 0. Et donc on a que xi T0 G0 lambda est égal à S carré zeta S xi de TSGS lambda. Alors, de la théorie des perturbations où nous faisons les calculs, il est possible de prendre zeta S égale à 1. Je ne démontrerai pas ce point-là. Mais en effet, la dimension anormale est égale à la dimension canonique à l'ordre G0. Et ce point-là, on le vérifiera un peu plus loin. L'équation d'évolution pour T est alors dTs sur d ln s est égal à 2ts moins gsts sur 16 pi carré. On peut encore l'écrire d ln t de s sur d ln s est égal à 2 moins g de s sur 16 pi carré. C'est-à-dire 2 moins gamma bar 0 g de s en prenant bien sûr gamma bar 0 égale 1 sur 16 pi carré. Alors, compte tenu de l'équation de Kalan-Zimanzik que nous avons vue, cette équation peut s'intégrer en ln ts sur t0 égale 2 ln s plus gamma bar 0 sur bêta 0 fois l'intégrale de G0 à GS fois dG sur G, qui est égal alors à 2 ln s, l'intégrale est immédiate, plus gamma bar 0 sur bêta 0 fois ln de GS sur G0.
c'est-à-dire environ égal à 2 ln(s) plus moins gamma bar 0 sur bêta 0 ln de s. C'est quand s tend vers l'infini. C'est-à-dire que ts est environ égal à t0 s carré ln de s exposant moins gamma bar 0 sur bêta 0. Comme on cherche la susceptibilité dans la région critique, alors T0 tend vers 0, et lorsque T de S est égal à 1, alors TS étant de dimension 2, il serait plus correct de définir la variable sur dimension comme TS sur lambda carré. Donc lorsque TS égale 1, le comportement du membre de droite de l'équation pour qui, équation du membre de droite ici, est donnée par la théorie des perturbations, d'autant mieux que G de S tend vers 0. On va donc choisir S carré égale à 1 sur T0 fois ln de 1 sur T0 exposant gamma 0 sur bêta 0. Gamma bar 0 sur bêta 0. Et on obtient ainsi au final qui T0 G0 lambda est égal à, se comporte, pardon, ouais, oui c'est bon, excusez-moi, égal T0 moins 1 fois ln en valeur absolue ln T0 exposant gamma 0, gamma bar 0 sur bêta 0 fois qui de 1, 0 lambda. C'est-à-dire que qui 0, Tg0, qui de T0, G0 lambda est proportionnel à T0 moins 1 fois ln de T0 exposant gamma bar 0 sur bêta 0. On voit donc que le comportement de la théorie de Landau, qui donnait du T0 moins 1, tout simplement, est modifié par un logarithme. Donc, c'est ce que nous avions annoncé. Alors, notez que l'exposant du logarithme est facile à déterminer. En effet, d'après les équations de transformation ici, on a que bêta 0 égale G sur 3 sur 16 pi carré. Et en se servant de l'équation de gamma bar, la valeur de gamma bar 0, on a que gamma bar 0 sur bêta 0 est égal à 1 tiers. Voilà, et nous terminerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Nous arriverons enfin au bout de l'étude du groupe de renormalisation, ici dans les cas des phénomènes critiques, avant de passer à autre chose, plutôt à une application particulièrement importante. Je vous remercie.